son patrimoine, mais également son importance. Il vise également à améliorer la compréhension du public par rapport à ce mécanisme de déclaration de patrimoine et à inscrire la déclaration de patrimoine dans une dynamique de transparence conformément aux orientations déclinées dans notre plan stratégique de développement de l'OFNAC 2026-2030. Il est important de rappeler le contexte. La déclaration de patrimoine est un mécanisme qui n'est pas tombé du ciel. Il obéit à deux contextes, un contexte interne et un contexte international. Parlant du contexte interne, on va commencer par la Charte fondamentale qui, depuis 2001, affirme dans son préambule l'attachement du Sénégal dans la transparence et la bonne conduite et la gestion des affaires publiques ainsi qu'au principe de bonne gouvernance. Ça, c'est le préambule de la Constitution qui le pose. Plus loin, dans le code de la Constitution, l'article 25-1 dit clairement que l'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence, de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. L'État et les collectivités ont l'obligation de veiller à la préservation du patrimoine foncier. À partir de ce moment, à la suite de l'alternance de 2024, l'un des premiers messages que le chef de l'État a bien voulu adresser aux acteurs de la vie publique, c'est contenu dans sa lettre du 8 avril 2028. Dans cette missive, le président de la République invite, tout le monde le sait, au Djub Djubal Djubanti. Il disait, je cite, « La transparence n'est pas une option, mais une obligation. Les acteurs du service public sont invités à la droiture, à la probité et à l'exemplarité. » Ce sont ces éléments de contexte interne qui traduisent aujourd'hui le présent exercice, à savoir le point de presse que nous menons. Au niveau externe, le contexte externe, l'historique remonte de la résolution 51-59 du 12 décembre 1996, lorsque l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies demandait au groupe d'experts de réfléchir sur les modalités d'élaborer un instrument universel pour prévenir et combattre la corruption. De cette directive est issue la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003. Et dans cette convention, un article 8 est dédié au code de conduite des agents publics, ainsi libellé. Chaque État partie s'efforce, s'il y a lieu conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, à mettre en place les mesures et des systèmes faisant obligation aux agents publics de déclarer aux autorités compétentes toute activité extérieure, notamment tout emploi, tout placement, tous avoirs et tout don ou avantage substantiel d'où pourraient résulter des conflits d'intérêts avec leurs fonctions d'agent public. Au niveau continental, l'Union africaine a adopté une convention sur la prévention et la lutte contre la corruption. Et dans cette convention, l'article 7, intitulé « Lutte contre la corruption et infractions assimilées dans la fonction publique », comporte dans son paragraphe premier cette disposition. Je cite, « Les parties s'engagent à exiger de tous les agents publics ou ceux qui sont désignés déclarent leurs biens lors de leur prise de fonction ainsi que pendant et à la fin de leur mandat. » À l'analyse, si la Convention des Nations Unies contre la corruption en fait une norme facultative, parce que le terme employé, les États s'efforcent, la Convention de l'Union africaine en fait une disposition impérative, parce que le terme utilisé par l'article 7 exige des États partis. Donc les États partis à cette convention, y compris le Sénégal, sont obligés d'adopter un mécanisme qui s'appelle déclaration de patrimoine. Au niveau régional, nous avions depuis 2009 la directive de l'UEMOA qui a été transposée à travers la loi 2012-22 du 27 décembre 2012 et qui figure en bonne place dans l'exposé des motifs de notre loi sur la déclaration de patrimoine, qui dit
Les détenteurs de toute autorité publique, élus ou hauts fonctionnaires, font une déclaration de leur patrimoine en début et en fin de mandat ou de fonction. Une loi spécifique précise les conditions et les périmètres d'application de ce principe et définit les infractions et les sanctions de tout enrichissement illicite. En renvoyant à une loi qui précise ces conditions, c'était l'occasion pour l'État du Sénégal d'adopter la loi 2025-13 du 3 septembre 2025 relative à la déclaration de patrimoine. Mais comme vous le savez, cette loi 2025 est la troisième génération de lois sur la déclaration de patrimoine, après celle de 2014 et celle modifiée en 2024. La particularité de la loi de 2025, c'est qu'elle s'est alignée sur le référentiel de politique publique, le nouveau référentiel de politique publique, le Djub Djubal Djubanti. Mais l'une de ces innovations phares a consisté à élargir considérablement le nombre des assujettis, ce qui nous a vraiment, ce qui a accru les tâches de l'OFNAC en termes de volume d'assujettis déclarants au niveau de son siège. Pour ce présent exercice, comme vous le savez, il se fonde sur deux dispositions. L'article 5 de la loi de 2025 relative à la déclaration de patrimoine dit clairement que l'OFNAC publie périodiquement la liste des assujettis ayant déclaré leur patrimoine ainsi que celle des assujettis défaillants. Ça, ce sont les dispositions sans équivoque de l'article 5. L'autre disposition, c'est l'article 15 du décret 2025-1835 du 18 novembre 2025 qui répète: l'OFNAC publie chaque année la liste des assujettis ayant déclaré leur patrimoine ainsi que celle des assujettis défaillants. Il ajoute: la liste est mise en ligne sur le site internet de l'OFNAC et fait l'objet d'une insertion au journal officiel. Donc voilà deux dispositions qui fondent la publication des listes, mais également la tenue de ce présent point de presse. Il est important de revenir un peu, après le contexte, sur le processus. Nous avions été installés, nous, membres de l'OFNAC, le 29 décembre 2025. Et immédiatement après, plus précisément le 7 janvier, et en application des dispositions de l'article 2 infine de la loi de 2025, nous avions adressé des correspondances à l'ensemble des chefs d'institutions, des ministres, des chefs d'organismes du secteur public, parapublic et des organismes nationaux, en leur disant que l'annexe 2, l'annexe de la loi, l'annexe qui est visée par l'article 2 de la loi de 2025, cite les fonctions assujetties. Mais nous, à l'OFNAC, on ne sait pas, derrière chaque fonction, quel est le nom qui est derrière cette fonction. Il nous fallait également, donc, conformément à la loi, à cette disposition de l'article 2 infine, écrire des correspondances à ces chefs d'institution, aux ministres, aux chefs du secteur parapublic, public, mais également des organismes publics, en leur disant: donnez-nous les listes nominatives, c'est-à-dire les listes qui sont derrière les fonctions assujetties. Et, je le constate pour le saluer, l'ensemble des ministères ont répondu positivement, à l'exception d'un seul ministère, qui jusqu'à présent n'a pas envoyé sa liste nominative des assujettis. Mais l'OFNAC ne se contente pas, n'oublions pas que l'OFNAC était également un organe d'investigation. Par des procédés et des moyens légaux, nous sommes parvenus quand même à identifier les assujettis au niveau de ce département ministériel défaillant. La loi disait que ces ministres et chefs d'institution sont tenus de communiquer ces listes avant le 31 janvier de chaque année. Et ça de façon périodique. Une missive a été envoyée 8 jours après notre installation, c'est-à-dire le 7 janvier. Au 31 janvier, nous avons reçu, mais nous n'avons pas reçu l'ensemble des listes des personnes assujetties. Parce qu'on comprend qu'il est très difficile d'avoir une liste exhaustive et complète de l'ensemble des assujettis, parce qu'il
l'annexe vise un très grand nombre d'assujettis, contrairement aux lois précédentes. C'est la raison pour laquelle, après avoir constaté un taux très faible de dépôt des déclarations de patrimoine, malgré le fait que tout le monde est d'accord sur le principe que nul n'est censé ignorer la loi, mais également sur le principe que nous également, on a l'obligation de faire de la vulgarisation des textes pour que les assujettis s'en approprient. Nous nous sommes dit qu'il est temps maintenant de marquer un frein. Et c'est à l'occasion donc d'un atelier organisé avec vous, les journalistes, qu'on a lancé un appel aux assujettis en leur disant que le délai du 31 juillet est un délai fixé pour que tous les assujettis s'acquittent de leur obligation de déclarer leur patrimoine conformément aux exigences de la loi. Il fallait le faire parce qu'on a trop attendu de janvier à juin. Aujourd'hui, nous avons constaté que le dispositif a bien fonctionné, car nous avons reçu un volume très important de dépôts. Et cette mobilisation témoigne non seulement de l'engagement des acteurs, mais également constitue un indicateur de perception de l'appropriation effective des assujettis de leurs obligations légales. Et c'est le moment également pour saluer tous ceux qui ont pris le temps de s'acquitter de cette obligation en venant à l'OFNAC déposer leur patrimoine. Il est important également de faire un peu de clarification sur certains points. Beaucoup ont épilogué sur qui est assujetti défaillant, mais je pense qu'une loi n'est jamais complète. Le reste doit être complété par le bon sens. L'assujetti, c'est celui qui est visé par la loi. L'assujetti défaillant, c'est simplement celui qui n'a pas respecté son obligation légale pendant le délai requis. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14 heures pour s'interroger qui est assujetti défaillant et qui n'est pas assujetti défaillant. Dès l'instant que vous avez été identifié comme assujetti et que vous devez déclarer votre patrimoine dans un délai requis, si vous ne le faites pas, vous êtes considéré comme assujetti. Mais il y a il faut faire la part des choses entre le statut de défaillant, qui commence à partir du moment où le délai est expiré et que vous n'avez pas présenté votre déclaration de patrimoine, et la phase de sanction qui commence par la mise en demeure après constatation de votre statut de défaillant. Donc, il est important de faire la part des choses sur ces deux points. Sur le plan de l'exactitude et de l'exhaustivité des listes, un travail n'est jamais parfait. Nous sommes à l'année N, et la première fois que l'OFNAC s'attelle à cet exercice. Tout ne peut pas être parfait. Nous savons, nous en sommes très conscients qu'il peut y avoir des omissions, qu'il peut y avoir des oublis, qu'il peut y avoir même des erreurs de manipulation sur les fonctions et les noms. Mais sur ce point également, je voudrais faire comprendre que la responsabilité est partagée. Parce que nous, les listes sur la base desquelles nous travaillons, sont des listes qui nous ont été communiquées par les autorités compétentes. Et nous savons tous qu'entre le moment de la communication des listes et ce moment précis, il peut y avoir des changements de poste, il peut y avoir des remaniements, il peut y avoir des changements de direction générale, il peut y avoir des changements de fonction. C'est pourquoi on ne serait pas surpris que des noms figurent sur des postes qui ne correspondent pas ou des postes, en tout cas, qui n'étaient pas prévus, qui n'étaient pas mentionnés dans la liste des assujettis, se retrouvent dans la liste des personnes défaillantes. Ça également, nous le comprenons et nous avons fait la part des choses en décidant de ne pas publier une liste définitive et de commencer par une liste provisoire. Parce que dans tous les mécanismes de liste dans le monde, qu'il s'agisse de liste IPC, qu'il s'agisse de liste grise du GAFI, qu'il s'agisse de listes noires de l'Union européenne ou des listes, en tout cas, d'évaluation, il est toujours ouvert un droit à un recours effectif. Parce qu'on le veuille ou non, c'est une sanction que nos amis anglo-saxons appellent le name and shame, qui consiste à divulguer au public les mauvais comportements, les mauvaises conduites, pour les inciter également à
en tout cas à les dissuader à ces mauvais comportements, les encourager à la transparence, mais également à les responsabiliser. Les anglo-saxons l'ont expérimenté en 2009 et ça a été une grande réussite. Ce vocable qu'on appelle, dans le terme anglo-saxon, le name and shame. Donc, la responsabilité est partagée parce qu'il n'est pas évident que les listes reçues comprennent l'ensemble des assujettis du département concerné. Il n'est pas également évident que les listes nominatives reçues correspondent aux postes effectivement occupés. C'est pourquoi les marges d'erreur sont importantes. Étant donné que ces marges d'erreur sont importantes, nous avons décidé de publier une liste provisoire pour permettre aux personnes omises de faire des réclamations pour que les rectifications nécessaires soient faites. Pas plus que ce matin, après la publication des listes sur le site, nous avions reçu des réclamations, des omissions. Et l'OFNAC s'attellera à mettre à jour, parce que ce sont des publications, comme le dit la loi, périodique, et cette périodicité nous permet de mettre à jour au fur et à mesure que des omissions seront portées à notre connaissance. Voilà les points de clarification. Nous allons revenir sur un point qui me semble extrêmement important. C'est la confidentialité. La confidentialité, d'abord, elle est garantie par la loi 2025, qui dit que tout ce qui concourt à la réception, au contrôle, à l'exploitation, à l'archivage des dossiers de déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toute personne préposée à ces tâches de réception, d'enregistrement, de contrôle, d'authentification doit garder le secret des informations à sa disposition. Sinon, il tombe sur le coup de la loi et les sanctions sont déjà prévues par la loi. Mais je voudrais également rassurer que l'OFNAC est une tombe. Je prends la garantie ici, vous ne verrez jamais des informations qui seront divulguées et résultant des publications, des dépôts de déclaration de patrimoine de l'OFNAC. Nous ne pouvons pas garantir le cheminement. Nous ne pouvons pas garantir également les partages extérieurs qui ont été faits sur des dossiers personnels. Mais ce dont nous sommes sûrs, une fois vous déposez, et souvent on reçoit des dépôts sous pli confidentiels, estampillés secrets, on classe et on garantit la confidentialité de ces informations. Et je le dis ici, même moi, personnellement, en tant que président, je reçois, dès que j'ouvre l'enveloppe confidentielle, je vois fiche déclaration de patrimoine, je me fais de la retenue pour ouvrir, pour lire. Je donne directement aux préposés qui sont là, le chef du département de déclaration de patrimoine, le colonel Thiam, ou bien à Aminatou, qui est la responsable chargée de la réception. Pour vous dire que, à part ma propre déclaration, je ne peux pas vous dire ce qui est dans le contenu des autres déclarations. Parce qu'il y a des individus qui sont préposés à le faire. Et cette observation est valable pour tous les membres qui sont derrière moi. Ils ne cherchent même pas à accéder aux déclarations. Tout ceci, c'est pour garantir et pour mettre en confiance les assujettis que les informations qu'ils déposent au niveau de l'OFNAC sont estampillées avec un grand secret et ne seront jamais divulguées du fait des manipulations de l'OFNAC. Je poursuis pour faire remarquer, comme vous le constatez tous, que de nouveaux pouvoirs exigent de nouvelles exigences. La loi nous a donné beaucoup de pouvoirs, mais de l'autre côté, il nous incombe, il nous revient, en tout cas, il nous met à notre charge beaucoup d'exigences. Et l'une des exigences aujourd'hui, c'est une insuffisance des ressources humaines. Au niveau du département de déclaration de patrimoine, ils sont 4. Si vous prenez le rapport entre 2900 et quelques assujettis déclarants, divisé par 4 personnes, vous avez la moyenne pour chaque agent sur le nombre de traitements.
parfois on se dit qu'il est impossible de le faire. Et pour donner l'exemple, pas plus que hier, ils ont travaillé jusqu'à 3 h du matin pour tenir parole parce qu'on avait dit qu'on va publier la liste au plus tard avant la tenue de ce point de presse. Je tiens également à préciser que l'OFNAC ne s'érige pas en gendarme. L'OFNAC n'a pas vocation à s'ériger ni en donneur de leçons, ni en gendarme. Même si nous avons l'obligation de montrer le bon exemple. C'est pourquoi nous avons pris toutes les dispositions. Aujourd'hui, tous les assujettis de l'OFNAC, vous le verrez dans les listes, ont publié leur patrimoine, y compris même les enquêteurs. Quel que soit le grade de l'enquêteur, ils ont pour sacrifier à cette obligation de déclaration de patrimoine, parce qu'on a dit qu'il faut faire de la pédagogie par l'exemple. Donc, tolérance zéro au niveau de l'OFNAC, tout le monde a déclaré. L'exercice également que nous faisons n'est pas une délation, ni un discrédit sur qui que ce soit, mais plutôt une invite au respect des obligations légales. Ce n'est pas de notre initiative qu'on publie les listes, ce n'est pas une initiative qu'on divulgue les listes. C'est parce que la loi nous a imposé de le faire qu'on le fait. Si la loi ne nous avait pas imposé de le faire, on s'abstiendrait de tenir ce point de presse ou de divulguer des listes. Parce que, encore une fois, de notre volonté, si ça dépendait que de nous, aucun agent public ne figurait sur une liste rouge. Parce qu'il va de la crédibilité de l'administration sénégalaise. Et ça me permet également de relever un peu l'intérêt de la déclaration de patrimoine. Et j'évoque mon expérience personnelle. La déclaration de patrimoine, à mon avis, permet de régler plusieurs choses. La première chose, ça m'a permis, moi, personnellement, de faire ma réorganisation administrative. Parce qu'à un moment donné, je ne savais pas où se trouvent les extraits des enfants, où se trouve l'état de mes avoirs, où se trouve, etc., mes biens. Avec l'exercice, en procédant à ma déclaration de patrimoine, ça m'a permis de ranger l'ensemble de mes dossiers et d'avoir vraiment un aperçu clair et sûr de ce que j'ai et de ce que je n'ai pas. Le deuxième intérêt, vous entendez tous à travers le monde des comptes dormants, des biens vacants et sans maître. Tout simplement, des gens comme moi, parfois, peuvent avoir des comptes bancaires à l'insu de leurs épouses et de leurs enfants. Des gens comme moi peuvent avoir des terrains ou bien des biens immobiliers à l'insu de leurs épouses et de leurs enfants. Lorsqu'ils quittent ce bas monde, soit c'est des biens vacants et sans maître qui seront gérés par l'administration des impôts et domaines, comme vous le savez, ou bien des comptes dormants qui seront versés au niveau des œuvres charitables ou bien des fondations. Et dans la loi sur la déclaration de patrimoine, on dit peuvent accéder à la déclaration de patrimoine l'intéressé, les organes de contrôle, mais aussi et surtout les héritiers. Aujourd'hui, je ne le souhaite pas, mais si je ne suis plus dans ce monde, mes héritiers pourront venir à l'OFNAC, demander ma déclaration de patrimoine et mettre tout à l'aise le juge de la famille qui n'aura pas à chercher les biens du défunt pour une liquidation partage sans difficulté. Donc ça également, c'est un des enseignements, un intérêt personnel pour le déclarant. Mais l'intérêt national est plus important. L'exercice que nous faisons n'est pas suivi seulement au Sénégal. Nous sommes suivis également par des gens, par des entreprises, par des multinationales qui ont intérêt à venir investir au Sénégal. Mais s'ils se rendent compte que l'agent public sénégalais respecte la droiture, la probité, la transparence, ça les encourage à venir investir. Mais s'ils se rendent compte que, du contraire, vous imaginez bien ce que ça peut créer en termes de non-attractivité, en termes d'investissement. C'est la raison pour laquelle les résultats que nous allons présenter sont d'un impact considérable dans l'image de notre pays, mais également dans l'attractivité de notre pays. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il nous arrivait, nous, on disait que la déclaration, elle est portable. Mais parfois, on disait qu'elle est quérable. Moi, il m'est arrivé de me déplacer vers des assujettis pour prendre leur déclaration. Ou j'envoie mon chauffeur pour aller prendre des déclarations. Parce qu'il voit de mon intérêt que tout le monde déclare.
parce que ça rehausse l'image de mon pays et ça contribue également au rayonnement de l'environnement financier et économique de notre pays. Pour information, la liste que nous avons divulguée, on l'a dit assez souvent, c'est une liste provisoire. La liste définitive sera rendue après les opérations de contrôle, de vérification et d'authentification. Mais l'OFNAC est appelé à remettre au chef de l'État son rapport d'activité. Et la liste définitive figurera en bonne partie dans le rapport d'activité qui sera remis au chef de l'État, sans préjudice de l'insertion au journal officiel tel que prévu par la loi. Nous sommes conscients enfin que l'OFNAC ne peut pas faire tout ce travail. C'est la raison pour laquelle nous invitons encore une fois, après les avoir félicités, remerciés, encouragés, toutes les administrations, tous les organes de contrôle, tous les départements ministériels à accompagner l'OFNAC en jouant leur partition et en faisant ce que la loi leur demande de faire pour que le mécanisme de la déclaration de patrimoine soit véritablement opérationnel. Dans cette liste définitive, il y aura également des données désagrégées. On saura, secteur par secteur, quels sont les pourcentages de dépôt de déclaration. Et ça également, ces informations seront mentionnées dans le rapport d'activité qui sera remis annuellement au chef de l'État. Donc, voilà, en termes d'explication, ce que je voulais dire sur la déclaration de patrimoine, sur la publication des listes. Pour les données, vous les avez déjà sur le site Internet. Les rectifications se feront au fur et à mesure. Nous invitons tous les assujettis qui n'ont pas vu leur nom à la bonne place de faire des réclamations au niveau de l'OFNAC. Et le département de déclaration de patrimoine est ouvert à les accueillir et à recueillir leurs observations, leurs réclamations et de procéder aux rectifications en temps opportun. Donc voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous livrer. Je remercie encore une fois les organes de presse qui sont présents ici et les invite à poursuivre ce partenariat bénéfique pour la bonne prévention de la corruption dans notre pays et pour le développement économique durable de notre pays. Je vous remercie. Je reste à votre disposition pour vos éventuelles interrogations. résumé ci wolof wolof tënk da nga ko tënk mu ngi tënk ci wolof tënk de jëm peut-être ma tënk lépp ci wolof waaw dans 2-3 minutes. Donc asalaamaaleykum wa rahmatullah. ma bëggoon wax ci wolof tënk li ñu wax ci tubaab yëpp peut-être duñ ko mën a wax ci wolof mais ma tënk ko ci wolof. OFNAC dafa nekk kuréel goo xam ne dañ koo sant ne képp koo xam ne am nga ndogal ci réew mi muy responsabilité képp koo xam ne yaa ngi